La visite du président Hassan Rouhani à Paris. Le président iranien a déjà été accueilli ce soir par 2 ministres avant de voir François Hollande demain. Comment relancer les relations entre les 2 pays après des années de grand froid et avec une histoire qui montre que ces relations ont souvent été compliquées par le passé. Jonathan Serrero. En 40 ans, les relations entre la France et l'Iran n'ont cessé de souffler le chaud et le froid. En juin 1974, l'Iran entre dans le capital d'Eurodif, le plus important complexe européen d'enrichissement d'uranium. En contrepartie, la France reçoit un chèque d'1 milliard de dollars du Shah d'Iran. Or, cet accord a nourri l'ambiguïté. D'un côté, des rapprochements économiques, mais de l'autre aussi, des désaccords politiques entre les 2 pays. En 1979, l'accord est remis en cause par l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême de la révolution islamique suspend les paiements pour l'achat de la centrale et réclame le remboursement des prêts. Une crise éclate entre les 2 pays. La France soutient alors l'Irak de Saddam Hussein dans son conflit avec Téhéran. L'Iran s'en prend aux intérêts français au Liban. 13 journalistes et diplomates occidentaux sont pris en otage. Ils seront libérés en 1988 grâce à l'intervention du gouvernement Chirac. Ce rapprochement coïncide en 1991 avec le remboursement par la France du prêt versé par le Shah d'Iran 17 ans plus tôt. Paris transfère ainsi un peu plus d'1 milliard de dollars à l'Iran qui renonce à réclamer l'uranium produit sur le site. La même année, l'ancien Premier ministre Chapour Bartiar, réfugié en France, est assassiné par des envoyés du gouvernement iranien. Ce meurtre marque une nouvelle période de refroidissement dans les relations entre les 2 pays. Elle se réchauffe néanmoins avec l'arrivée en 1999 du président réformateur Khatami. Le nouveau chef d'État iranien est même reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, mais l'idée est de courte durée. L'élection de Mahmoud Ahmadinejad et la révélation des sites nucléaires clandestins vont à nouveau tendre les relations avec la France de Nicolas Sarkozy. Le président français refuse de rencontrer son homologue iranien. Un froid illustré par l'affaire Clotilde Rai, cette enseignante à Ispahan est arrêtée pour espionnage à l'aéroport de Téhéran. La jeune femme est finalement libérée au mois de mai 2010 en échange d'Ali Vakili Rad, le meurtrier de Chapour Bartiar. Depuis 2011, les relations entre les 2 pays oscillent entre méfiance et réelle volonté de changement. La France veut croire que le dernier accord signé à Vienne au mois de juillet 2015 marque le début d'une nouvelle ère dans ses relations avec l'Iran. Cette visite du président Rouhani à Paris tend à le confirmer. Alors, cette visite qui coïncide également avec le jour international de commémoration de l'Holocauste, qui n'a évidemment pas plu du tout à certains dirigeants israéliens. On l'a vu notamment, on va en parler avec nos invités. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Et puis en duplex avec nous depuis Paris, notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonsoir Christian. Bonsoir Jean-Charles. Alors, on va évoquer d'abord ce sujet parce que c'est vrai qu'en Israël, en tout cas, c'est ce qui a surtout choqué les autorités ici. C'est de la coïncidence, parce que c'est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence malheureuse, je dirais. Je suis étonné que personne en Europe ou en France n'y ait pensé que le 27 janvier, c'est la journée mondiale de la commémoration de la Shoah. Alors, d'avoir à Paris un discours du président Rouhani qui représente un pays, ne l'oublions pas, qui a fait de sa politique d'éradiquer de la carte du monde l'État d'Israël, c'est-à-dire un nouvel holocauste, une nouvelle Shoah. C'est la politique officielle de l'Iran qui est maintenant fêtée à Paris. Il y a là une coïncidence pour le moins troublante. Et j'ajouterai autre chose. Il y a aussi en ce moment à Téhéran les préparatifs pour une grande exposition négationniste sur la Shoah. Puisqu'on parle de la Shoah, il y a aussi cet angle-là. Donc, il est reçu somptueusement. Il représente un pays qui bafouille les droits de l'homme, qui trépigne sur les droits de l'homme, un pays qui a un record mondial d'exécution à mort, un pays où il y a une forte répression des femmes et de toute autre religion. Et pour nous, je dois le dire, en Israël, nous avons été choqués, et aussi par cette coïncidence, comme vous dites, que ça provient le jour de la commémoration de l'Holocauste, justement. Christian Mallard, on n'avait pas pensé à cette coïncidence malheureuse de date en choisissant cette date de visite ? Écoutez, c'est vrai, on est en train de recevoir à Paris un président dont le pays, le gouvernement, disons, est un suppôt du terrorisme. Il faut quand même rappeler, je crois que tout le monde le sait en principe, que ce gouvernement, enfin ce régime plutôt, soutient le Hamas, soutient le Hezbollah et continue de nier le droit
à l'existence d'Israël. Alors on discute, on fait de la réelle politique. Demain, M. Hollande, au nom des contrats pour Airbus, pour PSA Peugeot, pour Renault, pour Total, fait de la réelle politique, on le sait. Je pense que dans l'entretien privé qu'il aura avec lui à 15h demain après-midi à l'Élysée, il va quand même lui dire qu'il faudrait un peu changer la ligne, si je puis dire, respecter les droits de l'homme. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je pense que ce discours ne sera pas entendu. Mais en même temps, le problème que nous avons aujourd'hui, un peu à cause d'Obama et à cause de George W. Bush dans le passé, c'est que l'Iran est devenu incontournable avec la situation où il faut régler les problèmes en Syrie, avec l'Arabie Saoudite et puis au Liban. Et ils sont incontournables. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on a affaire à un régime qui est un peu hors norme, qui ne va pas s'ouvrir réellement, parce que n'oubliez pas, je tiens à le préciser, qu'il y a des élections législatives le 26 février et que déjà on sait que beaucoup de candidats pro-Rouhani ont été retoqués par les gardiens de la Constitution, les gardiens de la Révolution, qui choisissent leurs candidats. Ce qui fait que j'ai le sentiment qu'on s'est un peu trop vite précipité au nom du business auprès de Rouhani et de toute la délégation qui l'entoure pour faire des affaires. Je crois qu'il faut attendre les résultats des élections législatives et on verra à ce moment-là si nos espoirs d'ouverture ou pas ne sont pas finalement déçus. Alors justement, Avi Paznier, qu'est-ce que vous aimeriez finalement que la France dise à Rouhani? Parce qu'on voit bien que le côté commercial aujourd'hui est important, va prendre le dessus. Mais est-ce que vous aimeriez que la France, par exemple, durcisse les sanctions liées aux essais de missiles balistiques comme c'est évoqué ce soir? Qu'est-ce qu'il faudrait que la France fasse pour qu'Israël se dise bah tiens voilà les Français ont fait un geste? Premièrement, il y a le problème du terrorisme. J'ai été étonné qu'à l'ordre du jour, j'ai entendu dire qu'on va parler avec Rouhani comment combattre le terrorisme en France. C'est-à-dire, je comprends comment combattre Daesh, mais il ne faut pas oublier que la mère du terrorisme au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Et ça, depuis l'ascension de Khomeini au pouvoir. Et aujourd'hui, l'Iran finance à part Daesh, qui est un mouvement sunnite, finance chaque mouvement terroriste au Moyen-Orient, comme l'a mentionné Christian Malar, le Hamas, le Hezbollah, mais aussi le djihad islamiste, aussi les Houthis au Yémen, partout, la main de l'Iran là. Alors, si la France pouvait soulever ce problème d'une façon sérieuse avec l'Iran, certainement cela serait une chose utile. Parce que nous craignons que cette frénésie de commerce avec l'Iran, ces euros ou ces dollars qui vont maintenant flotter vers l'Iran, ne servent qu'à renforcer l'appareil militaire iranien, qui est considérable déjà, et puis surtout le terrorisme. Et puis vous avez dit que peut-être il y aurait maintenant des sanctions européennes vu les missiles balistiques iraniens qui sont maintenant en exercice. Je crois que c'est très important. Les États-Unis l'ont fait et ils n'ont pas eu peur de le faire le jour même où l'accord avec l'Iran est entré en vigueur. Et je crois que cela serait un pas très important si la France, si l'Europe imposait des sanctions comme ils les ont imposées contre l'arme nucléaire iranienne, aussi contre les missiles balistiques iraniens qui sont un danger, pas seulement pour Israël. Ces missiles ont une rangée qui arrive en Europe, à Paris, à Berlin et à Rome. Christian Malar, vous pensez que on évoquera des dossiers qui fâchent ou pas demain entre François Hollande et Rouhani? Moi, je voudrais qu'Avi ait raison. C'est-à-dire qu'il y a une vraie unité européenne pour dire on prend des sanctions, on n'accepte pas. Ils ont bafoué les résolutions des Nations Unies en procédant à cet essai de tir balistique et donc on en a les preuves. Donc ce qui prouve bien qu'on ne peut pas faire confiance à ce régime et on négocie avec lui. On est quand même très naïf et je pense qu'on est en train de se tromper dans les grandes largeurs. Et malheureusement, il faut compter avec l'Iran dans la région parce que l'Iran, elle peut, je le disais tout à l'heure, elle est incontournable pour résoudre les problèmes les plus drastiques de la région. Alors, est-ce que M. Hollande prendra le lead, comme M. Fabius l'a fait pendant les négociations sur le nucléaire, quand parfois il a montré qu'il n'était pas dupe et que les Iraniens étaient des grands manipulateurs, des grands tricheurs, des grands menteurs, et on le sait, ça serait une bonne chose, mais est-ce qu'il le fera au nom du business ?
au nom de la réelle politique, parce que c'est vrai que la crise économique fait que les Iraniens s'enfoncent dans nos faiblesses, si je puis dire, en disant on va leur promettre des contrats mirobolants. On parle de 18 milliards et demi d'euros pour l'achat de 127 Airbus. Je ne sais pas quel est le montant pour PSA Peugeot qui va vendre 200 000 voitures. Alors, au nom des affaires, les Iraniens, par derrière, continuent à mener cette politique insupportable. Et quand j'entendais hier, en Italie, M. Rouhani dire « il faut combattre le terrorisme », c'est quand même bizarre dans la bouche d'un chef d'État terroriste dire « il faut combattre le terrorisme ». Il y a des problèmes. Ouais. Alors, d'ailleurs, on parlait de l'Italie. Christian, on va dire un mot de ce qui s'est passé en Italie parce que il y a eu quand même aujourd'hui un gros malaise après l'affaire de ces statues nues du musée du Capitole qui ont été cachées pour ne pas heurter le président iranien. Et aujourd'hui, Matteo Renzi dit, mais est-ce qu'on doit le croire? Nous, on n'était pas au courant, c'est pas moi qui ai demandé ça, ce sont des personnes chargées d'organiser la visite qui ont pris l'initiative sans que je sois informé. Est-ce qu'on peut croire le Premier ministre italien quand il dit une chose pareille, Avi Pazner? Difficilement. Difficilement, parce qu'il s'agit quand même là d'un acte majeur. Je n'ai jamais entendu qu'on couvre des statues en Italie. J'étais ambassadeur en Italie aussi. J'ai vu des dizaines ou des centaines de visites d'État, de souverains, de présidents, de toutes les parties du monde. Jamais un égard pareil n'a été fait. Vous savez ce que cela me rappelle un peu, Jean-Charles? La visite de Muammar Kadhafi à Paris, quand on lui a permis d'ériger sa tente dans les jardins de l'Élysée un peu, ça ressemble un peu, c'est-à-dire cette exagération d'égards, ces honneurs que personne ne reçoit. Pourquoi Rouhani? Pourquoi justement lui? C'est la question qui se pose ici. On comprendrait, par exemple, si un grand démocrate arrivait en Italie et qu'il dise « moi je suis choqué par le nu », pas qu'on couvre les statues, non, mais qu'on le fasse visiter autre chose, ok? Ça, c'est la première fois que ça s'est fait. Et c'est symbolique, c'est tout simplement symbolique de la façon dont l'Italie, excusez-moi l'expression, s'est aplatie devant Rouhani. Ouais, ça suscite un tollé d'ailleurs en Italie. Christian Mallard, est-ce qu'on peut s'attendre au même genre de situation à Paris, là? Non, parce que, alors, que je vous dise quand même, à 17 ans d'écart, la dernière visite d'un président iranien, c'était Khatami, remonte à 1999. Et là, Khatami avait demandé à l'époque, pour le dîner d'État, qu'on interdise la consommation d'alcool. Et là, à l'époque, Jacques Chirac lui a dit, mais il n'en est pas question. Eh bien, monsieur Khatami, vous n'êtes pas content? Eh bien, il n'y aura pas de dîner d'État. Là, normalement, il y avait un dîner d'État qui avait été prévu, et Rouhani a réessayé la même chose, en disant, pas d'alcool à table. Et là, on lui a dit, non, il n'y aura pas de dîner d'État. Donc, les Français ne se sont pas aplatis, comme les Italiens l'ont fait. Disons que parfois, ça a été plus simple. J'ai le souvenir d'un dîner avec le roi d'Arabie Saoudite, l'ancien, Abdallah, qui n'est plus de ce monde. Et là, Abdallah, le Saoudien, et pourtant les Saoudiens sont quand même très durs, avait accepté que les convives puissent boire du champagne pour ce qui concernait les Occidentaux, les Français, Champagne et Bordeaux. Et puis tous ces Saoudiens qui le suivaient, sa délégation était à l'eau et au jus d'orange. C'est quoi le programme demain pour Rouhani, Christian, là, puisqu'on sait qu'il va voir Hollande demain, mais quoi d'autre? Alors, demain matin, il reçoit les membres du MEDEF pour parler des contrats. Justement, tout le milieu des affaires va être autour de Rouhani demain matin, dans la matinée. Discours à l'IFRI. Et puis la grande période, ça sera à l'Élysée, entre 15h et 17h, tête à tête, signature des contrats dont je vous ai parlé en partie. Et puis à 17h, conférence de presse conjointe. Est-ce qu'on pourra poser des vraies questions à M. Rouhani? Je n'en suis pas sûr, parce que déjà, elles sont déjà attribuées à certains. Et donc, à mon avis, on aura du mal à poser une question, par exemple, est-ce que vous pourriez reconnaître le droit à l'existence d'Israël? Je doute qu'on puisse la poser. Merci Christian Mallard, en direct depuis Paris. On vous retrouvera demain, évidemment, puisque vous allez suivre toute cette journée le président iranien. Un dernier mot, Avi Pazner. On a l'impression qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est moins, on va dire, présent sur ce dossier nucléaire iranien. C'est toujours aussi important. Israël surveille ça toujours aussi près. Oui, Israël surveille de près, mais vous avez raison. Mais pas de façon publique maintenant. Ce que nous avons essayé de faire, ce que Netanyahou a essayé de faire, il a essayé de bloquer cet accord avec l'Iran. Il a essayé de toutes ses forces, même des fois il s'y est un peu mal pris, mais il a essayé. Mais une fois l'accord conclu, il l'a dit lui-même, c'est un fait. Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire d'une façon discrète, mais on ne va plus faire chaque jour de grands discours. Tout le monde connaît la position d'Israël, et ce n'est pas seulement la position d'Israël. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie
Tout le monde est inquiet de ce nucléaire iranien. C'est seulement Israël qui avait eu le courage d'en parler publiquement auparavant. Maintenant, Israël continue de suivre, continue d'essayer d'éviter, mais ne le fait plus d'une façon publique. Merci Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, pour ce témoignage à propos de la visite du président iranien.